Nous accueillons maintenant Hervé Dolle. Hervé Dolle, qui est astrophysicien, qui est professeur à l'université de Paris-Saclay et aussi qui œuvre à l'Institut d'astrophysique spatiale. Donc, il va vous en dire deux mots certainement, parce qu'astrophysique spatiale, c'est de l'astrophysique, mais qui se passe avec des instruments qui ne sont pas au sol, qui sont au-dessus de l'atmosphère. Et sa conférence va sans doute compléter une conférence qui a eu lieu hier sur l'énergie sombre, l'énergie noire. Alors là, il va vous parler de tout ce qui est noir dans l'univers. Et il y en a beaucoup, puisqu'en fait, si j'ai bien compris, à peu près 5% de ce qu'on voit, donc la lumière, c'est 5%. Tout le reste, c'est noir. Exactement. Donc ça va être de la matière noire, ça va être de l'énergie sombre, ça va être des concepts compliqués. Mais non, compliqués, mais ouais. Il va les simplifier. Et donc, en fait, avec sa conférence, il va vous faire un tour d'horizon de l'univers. C'est ambitieux, il n'a qu'une heure pour ça. Donc, je vous demande de bien l'encourager parce que c'est difficile, mais vous allez voir, c'est extraordinaire comme histoire. Je vous laisse en compagnie d'Hervé Dolle. Merci Philippe. Donc, bienvenue. On va parler un peu du côté obscur de l'univers. Une partie est issue de mon livre et puis une autre est plus originale pour répondre à l'actualité. Alors, je vais aborder plusieurs points. Le premier point, c'est plutôt un aspect de méthodologie, parce qu'on va parler de matière noire, d'énergie sombre. Et alors, vous savez peut-être ce que c'est, mais moi, je ne sais absolument pas ce que c'est, ni la matière noire, ni l'énergie sombre. Et on est plusieurs dans ce cas-là, plusieurs scientifiques. Donc, comment on arrive à contraindre, à mettre des chiffres, à quantifier des choses qu'on ne connaît pas et dont on ne sait même pas s'ils existent. Donc, c'est ça que je vais faire dans cette première partie. Après, je parlerai un peu de matière noire, de comment on mesure, alors c'est avec le satellite Planck, hein, même si ça remonte à quelques années, les techniques sont toujours utilisées, comment on mesure finalement la dynamique de l'univers. Un petit mot sur l'énergie sombre. Et puis après, j'évoquerai les derniers résultats auxquels j'ai participé, qui concernent les proto-amas de galaxies. On a fait un communiqué de presse il n'y a pas longtemps sur la découverte d'un amas de galaxies à redshift 2.16. Donc c'est quand l'univers avait 3 milliards d'années. Et comme c'est un sujet qui m'amuse, hein, voilà, donc je me suis dit que j'allais vous en faire profiter aussi un petit peu. Puis je finirai par quelques perspectives avec James Webb Space Telescope, qui est lancé le 18 décembre, samedi 18 décembre, prévu actuellement. On fera un grand événement à l'université Paris-Saclay public. Donc si vous êtes dans les parages, vous serez les bienvenus. On n'a pas encore tout calé. Et puis Euclide, et puis je conclurai. Alors, la question que j'aime bien poser, c'est pourquoi la nuit est-elle noire? Alors, Philippe, tout à l'heure, disait tout est noir, voilà, quasiment tout est noir. Alors, c'est vrai. Alors, c'est presque vrai, en fait. J'aime bien cette question parce qu'elle permet, sous ces détours complètement naïfs, d'aborder des aspects extrêmement profonds de la dynamique de l'univers et de son histoire. Alors la nuit est noire évidemment parce que le soleil est derrière la Terre, mais vous connaissez peut-être ce calcul, hein, je raconte ça souvent dans mes conférences. Si vous prenez toutes les étoiles qu'on voit dans le ciel la nuit, il y a des étoiles et puis il y a des trous parce que voilà, le ciel n'est pas constellé d'étoiles. Mais enfin, si on réfléchit un petit peu plus, on sait qu'il y a beaucoup plus d'étoiles que celles que nos yeux voient dans la nuit. Il y a beaucoup de galaxies qui elles-mêmes contiennent beaucoup d'étoiles. Donc une hypothèse pas complètement irréaliste consisterait à dire que si on trace une ligne de visée fictive dans n'importe quelle direction, à un moment, on va peut-être tomber sur une étoile. Auquel cas, si on fait le calcul un peu plus précisément, le ciel devrait être complètement brillant parce qu'il y aurait un fond, un tapis d'étoiles, et donc il devrait faire en plein jour, en pleine nuit. Voilà, c'est pas le cas. Donc ça veut dire soit que les observations sont mauvaises, soit que le modèle est faux. Le modèle, c'est-à-dire cette idée qu'il y ait plein d'étoiles partout, soit les deux, soit voilà. Alors en pratique, c'est un peu des deux. Vous allez voir. Effectivement, la nuit est noire pour nos yeux, ça c'est indéniable. Donc l'observation est réelle, mais en fait, si on se concentre sur le domaine visible, c'est un petit peu restrictif. C'est ce qu'on va voir dans un instant. L'analogie que je donne ici, c'est Lison Bernet qui a fait ce dessin pour le magazine PSIT de l'Université Paris-Saclay que vous pouvez retrouver en ligne, de vulgarisation scientifique. On résout ce problème depuis typiquement le 19e siècle. Par plusieurs constats. Le premier, c'est Lord Kelvin qui l'a démontré, et puis Edgar Allan Poe en 1848 qui l'a intuité, c'est que la durée de vie des étoiles, il y a une durée de vie des étoiles, la durée de vie des étoiles est finie, et la vitesse de la lumière est finie. Ça, on le sait depuis le XVIIe siècle. Donc si vous combinez ces aspects, le fait que la lumière mette du temps à nous parvenir, ça crée un décalage. Donc vous pouvez avoir des milliards d'étoiles, tous ne rayonneront pas en même temps. Il y aura un décalage temporel en fonction de leur distance.
Et puis le fait qu'elles aient une durée de vie limitée fait aussi que le bain, la baignoire de lumière, enfin la baignoire qui pourrait correspondre à l'univers, ne se remplit jamais de lumière parce que les étoiles ont une durée définie. Donc c'est comme si vous mettez que des petits coups de robinet et pas un robinet continu pour remplir votre baignoire d'étoiles. Donc en fait, voilà, il y a ces deux aspects, plus d'autres, hein, mais enfin, réussissent essentiellement à expliquer pourquoi la nuit est noire. Des étoiles d'une durée de vie finie, un nombre pas si important que ça finalement, et puis voilà, tout va bien, donc la nuit est noire, tout marche bien, c'est formidable. Alors dans les années quand même, dans les années 1920, vous le savez certainement, l'expansion de l'univers a été découverte, en tout cas le fait que les galaxies s'éloignent, et donc ça a été interprété dans le cadre notamment de la relativité générale, avec l'abbé Lemaître, Edwin Hubble, etc. Donc on arrive maintenant dans un paradigme différent, enfin depuis un siècle hein, en fait, où l'univers est en expansion. Donc c'est formidable, ça ne change pas la nuit noire, en fait ça pourrait quand même la changer, parce que la nuit noire, on est d'accord, ça ne change pas. Mais dans un univers en expansion, la lumière se dilue, l'univers se refroidit, hein, c'est la physique qui vous dit ça. Mais si vous remontez le film à l'envers, donc vers le Big Bang, ce qu'on appelle maintenant le Big Bang, vous vous dites que l'univers était plus petit, entre guillemets, et donc à un moment arrive où tout est regroupé, et donc là, il doit y avoir plein de lumière, il doit faire très chaud, très dense, plein de lumière. Et donc, il est probable que dans le passé, la nuit n'ait pas été noire, l'univers était complètement illuminé parce qu'il faisait très chaud, un peu comme aujourd'hui au centre d'une étoile, en fait même bien plus chaud. Et donc, les gens dans les années 60... ont commencé à chercher ce résidu lumineux du Big Bang, qu'on appelle le fond cosmologique, ou la lumière fossile, ou CMB, un Cosmic Microwave Background en anglais, pour, quelque part, pas prouver une théorie, hein, vous savez peut-être qu'on ne peut pas prouver une théorie, en revanche, on peut montrer que ces prédictions sont observées, et donc ça encourage et ça conforte cette théorie, même si on ne peut pas la prouver. Alors, il se trouve que ce n'est pas eux qui avaient connaissance de ces prédictions, c'est Arno Penzias et Bob Wilson, dans les 60s, dans le New Jersey, aux États-Unis. Ils avaient l'un des meilleurs, enfin le meilleur radiotélescope de l'époque, enfin surtout le détecteur le plus sensible, refroidi à l'hélium liquide, parce que c'était chez les Bell Labs, avec en fait, c'est une antenne qui servait à communiquer avec les satellites en orbite basse. Hein. En 64, il n'y avait pas encore de satellites géostationnaires, donc il fallait suivre les satellites lorsqu'ils passaient au-dessus pour faire des communications intercontinentales. Et puis, vous connaissez peut-être l'histoire, ils ont observé le ciel dans les ondes radio, et puis ils avaient un excès de signal qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Alors ils ont refait la manip plusieurs fois, ils ont envoyé des gens nettoyer le radiotélescope, qu'est-ce qu'on voit en haut, parce qu'il y avait des nids de pigeons, et ils se sont dit, c'est ballot si on a découvert l'émission micro-ondes des fientes de pigeons et pas un nouveau signal cosmologique. Donc avant de publier, voilà, c'est l'anti-Raoult, hein, voilà, ils font d'abord, ils vérifient avant d'abord, hein, et ils publient après, si vous voulez. Hein, voilà. Donc... La science, c'est un peu comme ça que ça doit se faire. Vous allez voir, je vais vous donner un autre exemple, comme quoi la science, il y a quand même une bonne méthodologie, normalement. Donc ils ont tout nettoyé, ils ont observé 6 mois après, parce qu'ils se sont dit, il y a peut-être un truc autour de la Terre qu'on ne connaît pas, etc. Donc en 6 mois, la Terre fait un demi-tour, donc toujours pareil. Donc ils ont découvert un signal, et ce signal, c'était le fond cosmologique, auquel ils ne s'attendaient pas. Et donc, dans 2 articles célèbres, alors je ne vous demande pas de le lire, hein, mais vous aurez les références avec les diapositives, la science quand même, c'est beau, parfois, voire souvent. À gauche, vous avez donc le Astrophysical Journal de 1965, signé par Arno Penzias et Bob Wilson. Le titre, c'est tout simplement une mesure d'une température, d'un signal à 4000 mégacycles par seconde. Et ils disent, nous, on a juste mesuré un truc, voilà, qui est alors, une mesure ultra précise. Hein, et ils disent en haut, en rouge, en fait, une explication possible pour ce signal, c'est celle qui est donnée par Dick, Peebles, Roll et Wilkinson dans le papier qui est à côté. Circulaire, il n'y a rien à voir. Donc, ils publient leurs mesures et ils disent, l'interprétation, vous voyez à côté. La petite histoire raconte qu'en fait, Penzias et Wilson sont allés voir Dick, Peebles, Roll et Wilkinson dans le labo d'à côté, à Princeton. Et ils leur ont dit, écoutez les gars, on a un signal qu'on n'arrive pas à comprendre, est-ce que vous auriez des idées? Alors tous ces gugus, ils deviennent tout bleus, parce qu'en fait, eux avaient la prédiction du modèle du Big Bang Show. Ils étaient en train de construire un petit radiotélescope pour mesurer cette prédiction. Et ils voient les 2 gugus débarquer en disant, coucou, on a trouvé ce que vous cherchez, alors qu'on n'était même pas au courant de ce que vous cherchiez. Voilà, c'est un résumé, mais vous voyez, la science utilise des détours parfois surprenants.
Et donc, Dick, Peebles, Roll et Wilkinson, leur article s'appelle voilà, le rayonnement de corps noirs cosmologiques, puisque voilà, ça s'appelle le rayonnement de corps noirs, ce type de rayonnement qui était prévu par le Big Bang. Et puis ils disent dans les conclusions, eh ben, en fait, on pense que les mesures de Penzias et Wilson à gauche, donc j'ai les articles de droite, indiquent que la température de ce rayonnement, c'est 3,5 Kelvin, donc moins 270 degrés à peu près, donc ce qui était prévu par la théorie. Et surtout, vous voyez, enfin vous voyez peut-être pas, mais en bas, ce que j'ai mis en rouge, c'est les remerciements. À gauche, ils disent, ben, on remercie l'équipe de Dickey pour les discussions et les résultats avant la publication. Ils sont allés se voir, ils se sont mis d'accord, ils ont interprété, ils ne se sont pas tirés la bourre, ils ont dit, OK, ben, moi je publie mes données, et vous publiez l'interprétation, on se cite de manière croisée, et voilà. Et puis pareil, Penzias et Wilson, des Bell Labs sont remerciés. Et ça, c'est une des plus grandes découvertes du XXe siècle, il y en a eu d'autres bien sûr, en cosmologie, c'était quelque part le fait que le scénario du Big Bang est conforté. Alors il y a eu un prix Nobel pour ces résultats. Alors vous connaissez peut-être l'histoire. Alors c'est pas Dick, Peebles, Roll et Wilkinson, c'est Penzias et Wilson qui ont eu le prix Nobel pour leurs mesures exceptionnelles. Alors bon, moi je suis pas dans le comité Nobel, hein, voilà, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage d'oublier la prédiction théorique qui a permis d'interpréter cette observation, parce que l'observation seule n'amenait pas très très loin. C'est les deux vraiment qui sont importantes. Enfin, on ne va pas chipoter. Ils ont eu le prix Nobel, c'est une mesure exceptionnelle qui date donc du milieu des années 60. Le prix Nobel ici date de 78, donc c'est pas nouveau qu'il y ait un petit décalage avec la découverte. Et ce que je vais évoquer dans ces premières diapositives d'introduction, c'est les échelles de temps des domaines scientifiques. On a commencé en fait dans les années 40 hein, avec les premières prédictions de Gamow pour la température de l'univers, détection en 64-65, Nobel en 78, et puis dans la décennie 1990 jusqu'à 2000, il y a eu des mesures de plus en plus précises. Alors au sol, d'abord, je ne vous fais pas tout l'historique, on pourrait y passer des heures avec des ballons, etc. Et le saut vraiment voilà, quantique en quelque sorte dans la connaissance est intervenu avec 3 missions spatiales, COBE dans les années 90, WMAP dans les années 2000 et puis Planck européen dans les années 2010, avec à chaque fois une image, non pas du corps noir cosmologique, c'est-à-dire la température moyenne dans l'univers quand on enlève la galaxie, le Soleil, etc., c'est-à-dire la température moyenne, mais quand on regarde les petites variations, des fluctuations, parce qu'il y a de toutes petites fluctuations de température qui sont liées à des fluctuations de densité dans le fond cosmologique. Donc là, c'est de l'ordre du 100 millionième par rapport, en relatif hein, par rapport à la température moyenne. Et on voit qu'avec Planck, on mesure des détails les plus fins jamais observés, en tout cas sur tout le ciel. Parce que maintenant, au sol, on fait mieux, mais sur des zones plus petites. Alors, on peut se dire pourquoi WMAP et Planck ont 10 ans de décalage alors que tous les deux ont été des missions spatiales acceptées par leurs agences respectives en 1996. Je me rappelle, j'étais étudiant. Eh bien, parce que les Américains ont pris une voie rapide d'une technologie qui existait et qui fonctionnait très très bien, des radiomètres, les ondes radio, plutôt centimétriques. Et nous, les Européens, on a pris la voie difficile d'une rupture technologique, hein, voilà. Technologie de rupture, c'est à la mode. Ben voilà, on n'a pas attendu certains discours, nous, pour le faire dans les années déjà 90, où on a pris des nouveaux détecteurs qui n'avaient jamais volé, des bolomètres refroidis à 0,1 Kelvin. Donc c'était une technologie hyper complexe à mettre en œuvre. Donc ça a été fait par voilà, les Français, les Européens, et puis avec une contribution américaine aussi, pour différents étages de refroidissement. Et donc ça a mis plus de temps de qualification, mais au final, voilà, en une année d'observation de Planck, ça équivalait à plusieurs dizaines d'années d'observation de WMAP en termes de sensibilité. Donc ça a très très bien marché. Il y a quand même une petite justice en ce bas monde. En 2019, Jim Peebles, vous savez, qui était l'un des co-signataires de l'article de 65, là, parce que c'est le seul survivant des 4, a eu quand même le prix Nobel alors pour toute sa carrière, parce que, pas seulement pour l'article de 65 d'interprétation de cette mesure de Penzias et Wilson sur le fond cosmologique, mais pour tout le reste. Et justement, Jim Peebles est un théoricien qui a marqué et qui marque notre temps, en théorie, parce que c'est lui qui a beaucoup contribué à faire émerger le modèle cosmologique standard de concordance, avec matière noire, énergie sombre. Alors il n'explique pas tout, hein, mais c'est lui qui a vraiment permis de tout mettre en place, lui et d'autres, mais lui en particulier. Les autres, je crois que vous les connaissez plus, parce qu'on en parle plus, parce que les exoplanètes, c'est plus facile à comprendre. Je ne sais pas si Guillaume est encore là, mais voilà, l'orateur précédent. Donc Michel Mayor et Didier Queloz, qui ont un très fort mérite d'avoir découvert à l'OHP, évidemment, la première exoplanète en 1995.
Et disons, le contexte de ce prix Nobel, c'était voilà, ces personnes ont contribué à mieux comprendre la place que nous avions dans l'univers, donc soit à l'échelle cosmologique avec Peebles, soit avec Mayer et Queloz pour l'évolution des systèmes planétaires. Voilà pour un peu le contexte. Alors, on a parlé d'observation, on a parlé un petit peu de théorie. Je vais vous illustrer deux petites choses concernant la gravitation avec des aspects théoriques. Et cette fameuse vidéo et cette fameuse question de, voilà, je suis sur la Lune, je suis Dave Scott en 1972, donc vous allez voter dans quelques instants si vous avez réussi à vous connecter. Vous avez à droite sur notre image un marteau et à gauche une plume, et donc il est sur la Lune, il va les laisser tomber, et puis on se demande est-ce que lequel va tomber en premier. Alors je vous lance le sondage. Well, in my left hand I have a feather, in my right hand a hammer, and I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago. Donc il dit que Galilée, on est là grâce à Galilée, qui a fait une découverte significative sur les champs de gravitation. Donc ils vont essayer sur la Lune. On va essayer. Donc je vais lâcher les deux. Il les lâche. Galileo was correct. Donc Galilée avait raison. C'est heureux. Donc effectivement, les deux arrivent en même temps parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Donc la plume n'est pas assujettie au frottement. Et comme le champ de gravité voilà, attire de manière indépendante de la masse, les deux tombent en même temps. Mes étudiants aussi défient la gravité. Voilà les vidéos qu'ils ont fait. Alors, on n'a pas la chance, nous, d'aller avec Thomas Pesquet dans l'espace. Par contre, on a la chance d'avoir des étudiants créatifs et des Playmobil. Et donc, c'est eux qui ont fait tout ça dans le cadre de mon option de deuxième année. Donc, voilà, si vous connaissez des étudiants qui veulent faire de la recherche et de la science sympa, voilà, vous pouvez venir dans nos universités. Paris-Saclay, évidemment, mais enfin, toutes les universités sont bien. Et donc, ils ont mis une GoPro. Ils ont tout fait tout seuls, hein, ils se sont débrouillés, etc. Et ça aussi, c'est prédit par la théorie. Voilà. Vous pouvez être en microgravité dans un champ gravitationnel, voilà, une des découvertes de la relativité générale. Et on a fait ça en 2 séances hein, avec eux. Bon, alors le mouvement n'est pas hyper parabolique, hyper contrôlé, mais bon, voilà, vous voyez l'idée. Et donc je leur faisais calculer, voilà, quand est-ce que c'est possible. Donc on peut être en microgravité, même en montée. Hein. Il suffit juste d'avoir la bonne trajectoire. Il suffit que la réaction soit nulle. Donc ça aussi, c'est lié à la théorie, donc là c'est une mesure, mais elle est interprétable dans le cadre d'une théorie de la gravitation. Et ça, c'est comment ils l'ont fait, tout simplement. Voilà, ça c'était pendant l'option. Donc papier, ciseaux, réflexion, tableau noir. Alors il y a eu beaucoup d'essais, il y a eu un peu de casse, mais voilà. Donc c'était ça le principe. Hein. Vous êtes en microgravité quand vous faites votre parabole. Alors, le résumé de ces aspects observationnels, mesures et théorie, c'est Gottlieb et Jim Peebles qui le donnent. Je vois qu'il y a des amateurs dans la salle. Alors, j'ai pris l'article de Peebles de 2015. Alors, je vais vous le traduire vite fait. Hein. Et en gros, il explique le côté itératif de la science. Parce que ce qu'on apprend au collège et au lycée, et même à l'université, parce que bon, faut bien commencer quelque part, c'est voilà, il y a la science, il y a la théorie, tout est carré et tout. En fait, pas du tout. Enfin, il y a des choses qui sont carrées, évidemment, avec les connaissances, mais quand on est en plein développement, il y a vraiment des itérations. C'est pas de la patouille, c'est pas de l'amateurisme, ce sont des itérations avec une méthode très claire. Alors Peebles, donc prix Nobel quand même, il dit on fait des progrès, des avancées, avec d'abord des idées. Donc des idées, ça peut être des hypothèses, des intuitions, voilà, des choses comme ça. Et ensuite par des mesures. Donc effectivement, les mesures doivent corroborer les idées ou les hypothèses qu'on a. Et ensuite, ces idées et ces mesures, elles inspirent et elles attaquent d'autres idées. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que tout va bien, il faut aussi défier et démonter certaines autres hypothèses. Et puis, un processus répété
et des évaluations systématiques, avec aussi des approximations, parce que voilà, si on avait une équation pour tout l'univers, ça serait formidable, mais enfin, ce n'est pas le cas. Et tout ça, avec ce processus très long, ces approximations, ces checks, etc., arrive, quelques-unes d'entre elles, à des théories. Et ensuite, quand ces théories sont testées intensément, elles arrivent enfin, elles sont qualifiées pour rentrer dans ce qu'on appelle la science canonique ou la science consensuelle. Donc, on le voit avec les histoires de climat, etc., de virus et tout. On voit que selon la maturité de l'étude ou du problème scientifique qui est posé, ou social, hein, parce que les sciences sociales font évidemment partie de la démarche de la science, donc sociologie, histoire, etc., fait aussi partie de la science, même si les méthodes peuvent différer un tout petit peu, mais c'est quand même une démarche scientifique. On voit qu'il y a des aspects vraiment itératifs et que ce n'est pas tout top-down et tout dessiné d'un coup. Je pense que vous le saviez, mais j'aime bien citer Peebles, parce que voilà, ça fait classe et puis c'est quelqu'un de très bien. On finit sur l'introduction. L'ambition qu'on a vraiment en science, c'est d'avoir une description vraiment la plus unitaire possible, la plus unique de l'univers, avec un seul type d'équation. Donc je vais faire en moins bien ce qu'a fait Guillaume juste avant, si vous étiez à sa conférence, du pendule. Alors moi, je ne vais pas parler de résonance, je vais juste parler d'oscillation. L'image à gauche, c'est le Soleil aujourd'hui, pris par un astronome amateur à Orsay. À droite, c'est l'univers dans son ensemble, c'est le fond cosmologique, donc l'univers vu lorsqu'il avait à peu près 370 000 ans, 380 000 ans. Et en fait, la physique des deux objets physiques se ressemblent énormément, même si la taille, la composition n'est pas la même. Le Soleil, c'est une boule de gaz chaud qui oscille à sa surface, qui oscille par des processus d'excitation interne. Et puis à droite, le fond cosmologique, enfin l'univers tel qu'il est pris ici en photo au moment du fond cosmologique, de la recombinaison et de la recombinaison, est un plasma aussi oscillant avec des forces de rappel qui impliquent la matière noire et la matière baryonique. Donc la composition est différente, mais le principe est la même. Et le principe, donc si je peux prendre le micro de 2 secondes, le micro volant, voilà, le principe, c'est que ces oscillations que nous voyons dans le Soleil et dans le fond cosmologique obéissent à la même équation que ce pendule, hein, l'oscillateur harmonique. Donc c'est une équation différentielle toute simple qui a pour solution, ceux qui connaissent, des cosinus ou des sinus. Voilà, ce pendule a été modélisé par Galilée dans les années 1610 à peu près. Et ben, c'est cette même équation physique toute simple qui régit les oscillations du Soleil et celles du fond cosmologique. J'aime bien cette analogie que je répète fréquemment. Voilà, je vais revenir sur le micro principal, parce qu'en physique, on aime bien avoir une description vraiment simplifiée. Hein, c'est un modèle. Vous savez qu'un modèle, c'est une description simplifiée de la réalité qui recouvre des phénomènes différents, mais qui ont une physique sous-jacente qui se ressemble. Donc les oscillations, qu'il s'agisse de l'univers primordial, du Soleil ou du petit pendule, finalement, c'est la même équation. Donc c'est ça qu'on aime bien en physique. Donc on souhaite comprendre la structure, l'évolution et les lois physiques fondamentales qui régissent l'univers, ses constituants, de même qu'on peut utiliser l'univers comme grand laboratoire pour découvrir des phénomènes. Alors parlons quand même un peu de choses noires. Voilà, on va commencer par ce qu'on voit, les galaxies. On sera tout de suite à grande échelle. Donc j'aime beaucoup cette image de la galerie de galaxies observées par le satellite Spitzer, sur lequel je travaillais quand je travaillais à la NASA il y a quelques années, avant de revenir à Orsay. Et donc on a tout un bestiaire avec tout un tas de formes de galaxies. Donc on essaie de comprendre et on y arrive pour l'essentiel à comprendre comment les galaxies évoluent, pourquoi elles ont cette forme, pourquoi elles ont ces couleurs, même si ici ce sont des couleurs infrarouges qu'on pourrait changer dans le visible. Néanmoins, il faut être prudent à chaque fois parce que nos observations nous biaisent. C'est-à-dire que on fait des observations les plus précises possibles, les plus fines, les plus tout ce que vous voulez, avec des super moyens. Néanmoins, les observations nous limitent dans nos interprétations. Et j'aime bien donner cet exemple que je crois tout le monde peut comprendre. D'ailleurs, je crois que j'ai peut-être même une question. Voilà ce qui se posait comme question aux militaires américains durant la Deuxième Guerre mondiale. Ils avaient des avions dont ils devaient optimiser le poids. Donc, ils voulaient les blinder, les protéger beaucoup mieux. Et donc, ils voulaient rajouter des blindages. Mais si vous rajoutez du blindage, il faut en enlever ailleurs. Donc, c'est ce qu'on appelle un processus d'optimisation. On ne peut pas en rajouter partout, sinon c'est plus efficace. Donc, ils ont fait une étude statistique sur les avions, avec, c'est un dessin illustratif, sur les impacts que recevaient les avions. Donc, ils ont donné ça à un mathématicien. Ils ont quand même fait appel à des mathématiciens, parce que pour eux, l'idée était assez claire. Hein, voilà, on met les blindages là où, là où les avions sont touchés. Et donc, il est arrivé donc Abraham Wald, ce mathématicien,
qui a regardé ce problème et qui est arrivé à une conclusion pour le moins inattendue. En fait, ce mathématicien a dit « Ok, la statistique et la mesure sont très précises et il n'y a aucune raison de les remettre en doute. Par contre, les statistiques nous disent des choses, mais aussi ne nous disent pas des choses. » En l'occurrence, lui, il a proposé de mettre des blindages précisément là où il n'y avait aucun point rouge. Je veux dire, c'est débile. Oui, parce que les données ne nous disent pas les avions qui ne sont pas revenus, les avions qui ont été détruits. Autrement dit, les avions qui étaient touchés sur des parties importantes, alors je ne suis pas expert en aviation, mais enfin on peut imaginer que les moteurs, etc., eux ne sont pas dans les mesures parce qu'ils ne sont pas revenus. Donc même si les mesures sont très précises, il faut aussi penser à ce à quoi les mesures... Enfin, il faut aussi penser au fait que les mesures ne nous disent pas des choses parce qu'on ne les a pas vues. Mais on a le droit de réfléchir. Donc en fait, Abraham Wald a proposé de blinder évidemment les parties devant, voilà, derrière, etc., là où il n'y a pas d'impact rouge, parce que ces impacts, bon, ils sont dangereux, mais ils ne sont pas dramatiques. Alors que ceux qui ont eu des impacts dramatiques, il n'y a pas de données. Voilà. C'est ce qu'on appelle un biais de sélection ou biais du survivant, enfin il y a tout un tas de noms. Nous, on appelle ça une fonction de sélection. Donc quand vous observez quelque chose, évidemment, vous faites des mesures, vous faites des analyses, etc., mais il faut toujours penser à qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Alors après, on ne va pas inventer, on n'est pas devins, on est des scientifiques. Hein. Mais quand on esquisse des résultats ou des analyses, il faut qu'on se dise, attention, si je fais une statistique sur ce que j'ai vu, eh ben, il faut aussi penser peut-être à ce qui existe et que je n'ai pas vu, donc il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Donc j'aime bien cette analogie pour dire, bah, ok, on fait des observations, mais voilà, il n'y a pas que ça dans la vie. Donc on voit des belles galaxies et on peut se demander quelle est leur composition principale. Alors, quelle est la principale composition des galaxies, le principal constituant? Alors, ce qu'on voit, évidemment, c'est des étoiles, de la poussière, du gaz, tout un tas de composants. Mais quand on fait une analyse beaucoup plus fine du mouvement des galaxies, enfin du mouvement interne des galaxies, de leur dynamique, on se rend compte que la matière visible, ce qui rayonne, ne suffit pas à expliquer ce qu'on observe. Donc, soit la théorie de la gravitation est fausse, soit il manque de la matière. Donc, le principal constituant d'une galaxie n'est pas le vide, comme me disent souvent les étudiants ou les lycéens. Je ne sais pas qui leur dit qu'une galaxie c'est composé de vide, mais enfin apparemment quelqu'un leur raconte ça. Donc il y a du vide bien sûr, hein, mais ça n'est pas que du vide, sinon ce ne serait pas une galaxie. Donc il y a de la matière, et en fait cette matière c'est la matière noire dont on fait l'hypothèse pour garder beaucoup de choses cohérentes. Donc ça marche très bien, on ne sait pas si la matière noire existe, mais ça a le bon goût de résoudre tout un tas de problèmes. Alors, on a ce même problème dans les amas de galaxies, qui sont les plus grosses structures. Hein. Vous savez qu'une galaxie, c'est à peu près 10 puissance 10, 11 masses solaires, hein, c'est l'unité qu'on utilise. Un amas de galaxies, c'est de l'ordre de 10 puissance 14 masses solaires. Et ce qui est rigolo, c'est que ce qu'on voit là, c'est à peu près, disons, 5% de... Ce qu'on voit correspond à peu près 5% de la masse de l'amas de galaxies. Donc les galaxies, c'est à peu près 5% de la masse. 15%, c'est du gaz chaud, mais de la matière ordinaire, des électrons, des protons, etc., des éléments même un peu plus lourds, et puis donc 80% de matière noire. Alors, j'évoquais tout à l'heure le fait que la loi de la gravitation pourrait être une explication à cette matière noire qui pourrait ne pas exister pour comprendre tout ça. Alors effectivement, c'est très difficile de défier, enfin de tester la gravitation à ces échelles-là. Néanmoins, c'est quelque chose qui est, c'est les théories mondes, hein, etc., gravité modifiée, etc., qui sont, je pense, très très intéressantes à poursuivre. À ce jour, voilà, la maturité de ces théories n'est pas encore au même niveau que les observations, donc on suit ça de près. Mais ce n'est pas l'hypothèse dans laquelle je vais me placer. On va faire l'hypothèse que la matière noire est là, et puis dérouler le fil. Et puis si un jour on nous montre que ce n'est pas là, c'est pas très grave, on s'adaptera. Mais on voit que là, une présence de matière noire pourrait expliquer absolument la totalité des structures qu'on voit. On voit des arcs gravitationnels en bas, des structures qui sont en fait évidemment des galaxies d'arrière-plan dont l'image est déformée par le puits de potentiel gravitationnel de l'amas de galaxies. Donc en prenant la gravitation telle qu'on la connaît, on arrive à expliquer ça modulo la présence d'une matière noire. Alors après, on peut se dire, la gravité, où est-ce qu'on en est? Est-ce que vraiment c'est fiable? Alors la gravité, en tout cas dans certains domaines de régime assez forts, fonctionne plutôt bien. En témoigne la détection des ondes gravitationnelles depuis quelques années. Là, on en est à plusieurs dizaines, quasi une centaine, avec la dernière release de données. Donc, c'est le tableau de chasse en fait, des ondes gravitationnelles par LIGO aux États-Unis, Virgo en Europe, et puis donc CAGRA récemment au Japon.
Et à chaque fois, vous avez les parents, donc souvent des trous noirs et des étoiles à neutrons, et puis la descendance de ce que ça a formé, et puis la différence de masse, ce sont des ondes gravitationnelles. Donc l'énergie de masse a été dispersée dans l'univers sous forme d'ondes gravitationnelles, et c'est ce qu'on mesure. Ça a évidemment donné lieu à un prix Nobel. Donc voici deux exemples. En haut à gauche, vous aviez deux trous noirs petits, d'ailleurs, ce qui pose aussi d'autres problèmes, hein, les trous noirs de masse intermédiaire, de 40 et de 23 masses solaires en haut, qui ont fusionné. Si vous faites la somme, ça fait 63 masses solaires. Et manque de chance, la masse finale du trou noir, c'est 61 masses solaires. Donc il y a l'équivalent de 2 masses solaires. Vous imaginez, 2 soleils. Nous, on a un soleil. Donc là, il y en a 2, pouf, qui partent, voilà, qui sont dilapidés dans l'univers sous forme d'ondes gravitationnelles qu'on détecte. L'autre cas est voilà, 31 masses solaires pour un trou noir, 1,2 pour une étoile à neutrons. C'est une différente couleur. Ils ont codé ça pour dire que c'est une étoile à neutrons. Donc ça devrait faire 32,2. Et donc là, il y a 0,2 masses solaires qui se sont dispersées dans l'univers. Donc la gravitation, malgré tous les problèmes, il y a des choses qui fonctionnent vraiment aux petits oignons. Ça marche très très bien. C'était prédit pendant des décennies, voilà, et ça a été détecté récemment. Il y a aussi le trou noir central de notre galaxie. Voici un time-lapse d'une 15aine d'années qui a donné lieu aussi à des prix Nobel récemment. Où, alors on ne voit pas le trou noir au centre, mais on voit le mouvement des étoiles. Je crois que c'est mis 3 fois de suite. On voit qu'au centre, les étoiles parfois rebroussent chemin, etc. Parce que quand vous avez une masse très très forte, vous pouvez avoir tout un tas d'interactions gravitationnelles qui prouvent la présence d'un trou noir au centre. Donc là aussi, la gravitation, on a l'impression de comprendre un peu comment ça marche. Voilà. Et puis, dernière image d'un trou noir. Alors, c'est dans le thème obscur aussi, hein, même si là, c'est du baryonique, hein, de la matière ordinaire. Cette fameuse image qui est très, très belle du premier trou noir observé de manière très précise il y a 2 ans à peu près, dans la galaxie M87. Donc, ce qu'on voit, c'est l'environnement du trou noir dans les ondes millimétriques. Hein. C'était pris par un télescope qui a la taille de la Terre. En fait, c'est plusieurs télescopes dont on a combiné les données, y compris le télescope franco-germano-espagnol de l'IRAM, hein, Pico Veleta, à Granada, donc pour laquelle la France est participante. Et donc, cette image, on voit l'environnement du trou noir qui avait été prédit aussi par l'équipe de Jean-Pierre Luminet dans les late 70s. Voilà. Donc la gravitation, il y a quand même des trucs qui marchent très très bien. Donc c'est pour ça que la matière noire tient le beau rôle. D'un point de vue plus, disons, de société, les gens du MIT qui ont participé à l'analyse ont publié ce post au moment de la publication de l'image, en disant, voilà, les filles en sciences font du bon boulot, parce qu'effectivement, il faut le dire, hein, les filles sont meilleures dans le système universitaire, même dans le système scolaire, que les garçons. Donc, je ne sais pas s'il y a des filles ou des étudiantes. Voilà, ne vous censurez pas, les filles sont meilleures à l'université. Mais effectivement, dans certains domaines, peut-être en nombre moins grand, et réciproquement dans d'autres disciplines qui sont genrées, disons. Et donc, ce poste avait pour objet de dire, voilà, les filles font aussi du bon boulot, et tant mieux, et il n'y a aucune question sur leurs compétences. Donc, en 1969, Margaret Hamilton a dirigé l'équipe qui a codé le logiciel de bord du LEM, hein, du module lunaire d'Apollo. Donc, à l'époque, c'était le print de toute la ligne de code. Et puis là, Cathy Bowman, qui est une jeune collègue, qui elle aussi a participé à l'écriture du logiciel et de l'analyse des terabytes de données. Donc là, on la voit en photo avec les disques durs, avec les données de M87 étoiles. Donc voilà pour la partie, disons, théorique. La gravitation a l'air de marcher. On a besoin de matière noire. Maintenant, comment on fait pour aller un peu plus dans les détails? Donc, il faut pousser la théorie et il faut pousser les mesures. Il y a une petite vidéo qui montre le lancement du satellite Planck. Ça, c'est la séquence Madeleine, voilà, nostalgie. Parce que j'ai participé à Planck et un petit peu à Herschel. Donc, normalement, le 18 décembre, on verra quelque chose de similaire pour James Webb Space Telescope, avec autant de succès, nous l'espérons tous. Donc l'image du lancement de Planck et Herschel. Maintenant, ce sont des animations. Donc vous éjectez les étages d'accélération à poudre, vous sortez de l'atmosphère, vous enlevez les coiffes. Donc c'est pour ça que mon labo s'appelle Astrophysique Spatiale, parce qu'on fait du spatial. Donc vous lâchez Herschel. Donc voilà, mission accomplie pour Herschel. Vous vous décalez pour pas foncer dedans. Vous éjectez le SILDA, système lancement double Ariane. Donc pour JWST, il n'y aura qu'un seul passager, hein. Mais pour Planck-Herschel, il y en avait 2. Vous vous redécalez, vous mettez en rotation, et puis vous lâchez Planck, voilà,
qui a été sur la très bonne orbite. Donc tout s'est très bien passé. Et puis, donc, vous allez au point de Lagrange L2 du système Terre-Soleil. Donc vous dépassez la Lune. En 8 heures, on a dépassé la Lune. Vous mettez à 4 fois la distance Terre-Lune. Et puis vous observez tranquillement dans les ondes millimétriques le ciel, parce que c'est dans ces longueurs d'onde-là que le fond cosmologique est le plus facilement détectable. Et donc chaque jour, vous faisiez plusieurs ronds dans le ciel, enfin Planck faisait plusieurs ronds dans le ciel, comme illustré ici. Et puis chaque jour, on se décalait d'1 degré. Et puis au bout de 6 mois, alors c'est en accéléré là, au bout de 6 mois, vous aviez la totalité du ciel. Donc c'est pour ça qu'on voit ni la Terre, ni la Lune, ni le Soleil. Parfois on me dit, ouais, mais où est-ce qu'on est sur l'image? En fait, on est à chaque fois dans le dos des ronds. Donc en fait on n'est plus sur l'image. Et puis ensuite, vous déprojetez et vous obtenez la fameuse image du ciel Planck dans les ondes millimétriques. Donc codé en couleur, en fausse couleur, hein, mais c'est lié à l'intensité et aux longueurs d'onde. Donc vous avez en horizontal cette voie lactée très brillante avec du gaz froid, et puis au niveau des pôles, hein, le fond cosmologique qui apparaît. Alors on a cette mesure très précise du fond cosmologique, donc on l'obtient à partir de ces images, de ces toutes petites fluctuations qui correspondent en fait aux oscillations au moment où l'univers était encore un plasma, c'est-à-dire qu'il y avait des particules chargées qui interagissaient, donc des électrons, pour faire simple, hein, parce que c'est eux qui réagissent le plus, qui diffusent le plus, donc des électrons qui oscillent avec de la lumière. Donc la gravité vous pousse à vous condenser, donc toute la matière se condense. En revanche, comme les électrons sont couplés à la lumière, à un moment, la lumière vous empêche de vous condenser, donc elle repousse. Donc vous avez attraction, éjection en quelque sorte, enfin pression de radiation, et puis ça oscille. Et ces oscillations sont caractéristiques du milieu dans lequel elles se produisent, et donc vous pouvez déterminer la masse, la densité, la température, enfin tout un tas de choses. On fait pareil avec la polarisation de la lumière. La polarisation nous donne la vitesse en quelque sorte de ces oscillations. Alors comment on fait pour passer des oscillations à des paramètres cosmologiques, l'âge de l'univers, etc. Sans entrer dans les détails, on doit passer, enfin en tout cas c'est ce qu'on fait voilà, depuis quelques années, par le graphe qui est en bas à droite, qui est ce qu'on appelle un spectre de puissance angulaire, qui nous donne une description statistique de ces fluctuations, parce que la théorie ne nous dit pas où il y a des points rouges ou des points oranges. Donc il faut faire une sorte de moyenne, un peu comme la météo qui vous dit aujourd'hui il y aura des nuages. Ils ne vous disent pas à Paris à 17h25 il y aura un stratocumulus, etc. Non, ça vous donne une sorte de moyenne. Là c'est pareil, on fait une sorte de moyenne. Donc on prend l'image en haut à gauche, on la décompose par taille de grains, pas par taille de zone d'oscillation, ce qu'on appelle voilà, une décomposition en harmonique sphérique pour ceux qui connaissent, ou une sorte de transformée de Fourier. On fait une corrélation et on obtient ce graphe. On met les données sur ces graphes et puis on fait tourner des millions de modèles d'univers et on compare les deux. Et on prend les modèles d'univers qui résistent aux données. Alors il n'y en a pas qu'un, hein, il y a toute une famille, c'est ce qu'on montre en haut dans la banane de paramètres, hein, où on a tracé la constante de Hubble avec la densité de matière noire, et puis en couleur l'indice du spectre initial des fluctuations voilà, qui ont généré toutes ces fluctuations ultérieures. Et donc vous voyez que tous les points qui sont sur ce graphe en haut à droite, là, la banane, correspondent à une bonne solution pour nous. Mais on se rend compte qu'il y a plus de points au centre qu'au bord. Donc on dit, nous, c'est un parti pris statistique, on dit qu'il y a plus de probabilité que l'univers soit plutôt au centre de l'ellipse qu'au bord, même si ce n'est pas impossible qu'il soit au bord. Mais bon, à un moment, il faut aussi prendre quelques principes. Et donc on prend les valeurs qui sont plutôt au centre et on obtient les paramètres de l'univers. Alors pour vous montrer comment ça marche un tout petit peu, ce sont des vieux gifs que j'ai pris de Wayne Yu. Donc c'est ce fameux spectre de puissance, il n'y a pas besoin d'avoir trop de détails. L'axe horizontal, en gros, c'est la taille sur le ciel, puis l'axe Y, c'est l'intensité. À gauche, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait varier la densité de matière ordinaire, de baryons. Et vous voyez que le spectre de puissance, il change de forme, mais de forme assez complexe. À la fois, la hauteur des pics et la hauteur relative des pics de ce spectre de puissance changent. Et vous voyez que ça ne change pas de la même manière à droite, sur l'image B, où là, on fait varier que la matière noire. Ça s'explique assez simplement parce que la matière noire, en tout cas dans l'hypothèse qu'on prend, n'interagit pas avec la lumière. Donc elle peut se condenser, elle n'a pas ce problème de pression de radiation qui l'empêche de se condenser, chose qui arrive à la matière ordinaire. Donc la matière noire se condense sous l'effet de la gravité et elle vit sa vie. Mais qu'est-ce qui se passe pour la matière baryonique? La matière baryonique, elle se condense et à un moment, elle ne peut plus parce qu'il y a trop de pression de radiation, donc elle est repoussée.
Mais entre-temps, la matière noire s'est condensée encore plus. Donc la matière baryonique, elle a tiré encore plus vite, mais elle est repoussée encore plus vite. Donc autant la matière noire, elle s'en fout un petit peu de ce qui se passe, autant la matière baryonique, elle dépend de ce qui se passe de côté matière noire. Donc il y a une sorte d'interaction, mais qui n'est pas la même. C'est pour ça que les pics, la hauteur relative des pics n'est pas la même. Et c'est pour ça que nous, avec les mesures, que ce soit Planck ou maintenant d'autres missions au sol, enfin d'autres observateurs au sol, on arrive à décorréler la présence de matière noire et de matière baryonique dans l'univers. Donc même si on ne sait pas ce que c'est que la matière noire, on a une description, alors il y a un a priori, hein, voilà, ça n'interagit pas avec le rayonnement électromagnétique, par contre ça suit une équation d'état, et ça marche. Et c'est comme ça qu'on arrive à démêler toutes les contributions. Donc voilà les données, les mesures du satellite Planck, toujours en axe X qui est la taille sur le ciel. À gauche, c'est les grosses zones, et puis à droite sont les petits points tout fins. En Y, c'est une unité similaire, donc c'est l'intensité en gros des fluctuations. Ça, c'est le meilleur modèle qu'on ait trouvé. Et puis, quand on met les deux en même temps, on voit qu'il y a un accord assez bon. Alors là, j'ai mis 2013, mais en fait, on a des publications jusqu'en 2019. Donc, on voit qu'on a une description ultra précise des 6 paramètres cosmologiques qui incluent matière noire, énergie sombre, neutrinos, etc. Ça ne veut pas dire qu'on comprend ce qu'est la matière noire, ni même si elle existe. Par contre, si on ne la met pas, l'ajustement n'est pas aussi bon. Donc, il y a quand même des questions assez fondamentales qui sont posées. Pareil pour l'énergie sombre, même si l'énergie sombre, dans le fond cosmologique, n'intervient pas vraiment. On a utilisé d'autres données pour les combiner. Et donc, avec tout ça, vous voyez que donc on peut faire des mesures précises, une analyse précise, même s'il y a de grosses inconnues à côté. Hein. L'un n'empêche pas l'autre, dans la mesure où la méthode elle est vraiment cadrée. Avec ces hypothèses et avec des estimateurs statistiques, on arrive à reconstruire la présence de matière noire sur la ligne de visée dans tout le ciel. Et donc, on est assez content parce qu'on a fait des analyses qui montrent que ce n'est pas complètement débile en corrélant ça avec des galaxies, etc., la présence des galaxies. Et puis on obtient le fameux camembert cosmique qui est ici, la composition de l'univers. Grâce à ce spectre de puissance et à ces équations d'état qu'on met dans l'analyse, on retrouve le camembert cosmique que voici. Voilà. Donc on a 5% de matière ordinaire, les baryons, c'est ce dont parlait Philippe tout à l'heure en introduction. Et puis on a à peu près un quart de matière noire, c'est la densité d'énergie aujourd'hui, hein. Et puis à peu près voilà, 70%, 68% d'énergie sombre. Donc tout ça vient de cette analyse extrêmement précise, en combinant aussi d'autres données. Hein. J'ai parlé que du fond cosmologique. On utilise aussi les oscillations baryoniques acoustiques, les relevés de galaxies qui sont très nombreux, et je pense qu'il y a des conférences à ce sujet, et c'est d'ailleurs très en vogue, et j'en parlerai à la fin avec Euclide notamment. Donc on obtient des chiffres, pareil, pas besoin de regarder tous les chiffres, mais on peut regarder l'âge de l'univers en rouge. Vous voyez que c'est la ligne qui est plutôt vers le bas. Selon comment on prend voilà, les données, l'analyse, on a un âge qui est de l'ordre de 13,8 milliards d'années, avec une précision du diable, hein, 0,15%. Voilà, dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais atteint un âge aussi précis. Et cet âge, il est la combinaison de l'analyse dont je viens, enfin, des données, de l'analyse dont je viens de parler, et puis du modèle qu'on a mis dedans, c'est-à-dire on dit qu'il y a 6 paramètres, de la matière noire, de l'énergie sombre, etc. Si, je ne sais pas, demain, vous avez une théorie absolument extraordinaire qui va révolutionner le monde, vous pouvez venir, brancher votre modèle sur les données et sur le type d'analyse, et puis vous aurez vos paramètres cosmologiques. Voilà. Après, il faudra aussi voir si les autres contraintes sont respectées. Mais voilà comment ça fonctionne. Donc on espère avoir de nouvelles données avec d'autres missions au sol, et peut-être dans quelques années dans l'espace avec les prochaines missions qui sont en cours d'évaluation. Alors, un petit mot sur l'énergie sombre. Alors moi, je suis un peu moins spécialiste. Ça a été découvert à la fin des années 90, notamment par les équipes des trois prix Nobel 2011, grâce aux supernovae, qui sont un peu des calibrateurs, voilà, une sorte de lumière un peu calibrée, qu'ils arrivent à calibrer avec différents phénomènes voilà, de période, luminosité. Et puis, grâce à ça, on peut avoir la luminosité intrinsèque de cette supernova. On compare la luminosité intrinsèque de la supernova avec la luminosité reçue, ce qui nous donne une sorte de distance lumineuse, et on compare ça au redshift. Et les différences nous donnent une idée de la cosmographie, c'est-à-dire de comment l'espace-temps se dilate ou pas. Donc on peut voir si l'univers est accéléré ou pas. Et donc c'est une méthode extrêmement efficace, quoique difficile. Et voilà un des derniers résultats, enfin ça date d'il y a quelques années, enfin j'ai pris ça il y a 3 ans. Donc en haut, vous avez cette différence entre on appelle ça des magnitudes hein, en astrophysique, enfin en astronomie, c'est le log de l'intensité, mais peu importe, entre ce qui est estimé et puis ce qui est mesuré.
Donc vous avez une sorte de droite. En bas, vous avez le redshift, donc le décalage cosmologique vers le rouge. Et puis en bas, vous avez le résidu, les points jaunes, là, c'est une moyenne. C'est le résidu par rapport au modèle cosmologique qui inclut de l'énergie sombre. Si vous n'avez pas d'énergie sombre, vous n'avez pas ça. Votre truc diverge grave, voilà, ça ne marche pas. Donc c'est un type d'analyse qui nous permet de nous conforter dans l'idée qu'il y a une constante cosmologique, il y a une expansion accélérée. D'où elle vient? Grande question, mais en tout cas, c'est assez bien caractérisé. Il y a aussi d'autres méthodes, qui est la statistique sur les amas de galaxies, sur les oscillations baryoniques acoustiques, ce sont les corrélations des galaxies à très très grande échelle, et puis sur le weak lensing, donc le lentillage gravitationnel faible, qui est extrêmement puissant et dont de nombreux résultats commencent à sortir, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. Et puis je vais finir par mes recherches actuelles. Donc on a parlé de matière noire, composantes sombres. De trous noirs, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont des baryons. Voilà. Donc on n'appelle pas ça des composantes sombres, même si on ne les voit pas. Et puis l'énergie sombre, qui est en fait un fluide cosmologique qui serait responsable de l'expansion accélérée de l'univers. Alors mes recherches, moi, concernent une sous-partie de tout ça, c'est comment essayer de voir la naissance des gros amas de galaxies que l'on observe aujourd'hui, dont on a une image au milieu à gauche, avec des amas de galaxies de 10 puissance 14 masses solaires, ou des superstructures encore plus grandes, celles dont parle Hélène Courtois, voilà, les superstructures à 10 puissance 15 masses solaires. La théorie est très très claire là-dessus. Les galaxies se mettent en groupes, et puis ces groupes fusionnent, et puis deviennent des amas de galaxies de plus en plus gros. Voilà. Mais sauf qu'on l'a observé encore très difficilement. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est donc il y a plein d'équipes dans le monde qui font ça, mais chacun un peu avec sa méthode. Et nous, on a pris le parti d'utiliser les données du satellite Planck, non pas pour le fond cosmologique, mais pour la partie infrarouge très lointain, pour détecter des galaxies, un peu comme il y a en haut, des galaxies infrarouges, c'est-à-dire des galaxies qui forment beaucoup d'étoiles. Les étoiles qui naissent sont enrobées dans des cocons de poussière, donc on ne voit pas dans le domaine visible, mais on voit dans le domaine infrarouge. Et on en a observé plein. C'est cette image du satellite Planck en bas, en gros, là, en rouge. C'est l'image du satellite Planck à 545 GHz, donc quelques centaines de microns de longueur d'onde. Vraiment, là, on est dans le submillimétrique, l'infrarouge très lointain, avec la Voie lactée au milieu et puis le reste au-dessus. Et les petits points, ça fait partie des quelques-uns des 2000 candidats proto-amas de galaxies. Donc on appelle des proto-amas de galaxies, c'est précurseurs de ce qui va devenir des amas de galaxies. Et puis, avec Herschel, au même moment, parce que leur temps de vie était limité, on a réussi à avoir à peu près 200 observations avec Herschel beaucoup plus fines de ce que peut faire Planck. Planck avec tout le ciel, c'était formidable, on pouvait vraiment piocher dans tout le ciel, mais on ne pouvait pas voir précisément. Herschel, c'était l'inverse, on pouvait voir très très précisément. Donc on a eu l'intuition qu'on avait là peut-être des amas de galaxies dans lesquels les galaxies formaient mais intensément plein d'étoiles, et donc peut-être qu'on a une forme de proto-amas de galaxies qui sont en train de naître. Et puis récemment, on a fait un communiqué de presse là, que vous pouvez retrouver sur CNRS, l'Université Paris-Saclay, etc. J'ai écrit des articles sur The Conversation France qui explicite un petit peu plus. On a sorti cette image. Alors si vous voyez un proto-amas de galaxie, vous êtes fort, parce que voilà, c'est hyper dur à voir. Même moi, je ne le vois pas. Donc c'est l'image du Subaru télescope notamment, et puis on a mélangé plein de signaux, du Herschel, etc. Mais en gros, c'est un champ qui fait une dizaine de minutes, d'arc minutes de côté à gauche. Et tous les petits symboles ronds, losanges, etc., ce sont des galaxies pour lesquelles on a des redshifts. Ça nous a mis beaucoup de temps aussi, une dizaine d'années, parce qu'en fait, on se faisait bouler par les télescopes. Donc, c'est pas parce qu'on est lent, c'est parce que quand on ne donne pas tant de télescopes, on n'y arrive pas. Mais heureusement, on en a eu avec Subaru, les collègues japonais, et puis américains au LBT. Et donc, on a obtenu les redshifts et les spectres de ces galaxies, et on a vu qu'ils étaient pile au même redshift, enfin quasiment au même redshift. On a deux sous-structures. Et en comptabilisant la masse, ce qui est très difficile à faire par ailleurs, mais bon, on a déjà estimé. On extrapole ce que deviendra cet amas de galaxies, donc il est observé tel que l'univers avait 3 milliards d'années, donc redshift 2.16, au moment du pic de formation d'étoiles dans l'univers. Et bien, si on extrapole la masse aujourd'hui, on se rend compte que ce proto-amas de galaxies, qui s'appelle G237, deviendra aussi massif que l'amas de la Vierge, donc le super amas, donc un amas très très massif aujourd'hui. Donc on a l'impression d'avoir vu un précurseur d'amas de galaxies, comme on les voit aujourd'hui, avec beaucoup de formations stellaires. Donc on était assez contents. Et puis il nous en reste 1999, donc voilà, on a de quoi faire. Alors les perspectives, parce que le temps passe, même si c'est très agréable en votre compagnie, j'espère que la réciproque est vraie. Donc on a des perspectives, je vais en citer deux.
c'est le James Webb Space Telescope, qui va être lancé le 18 décembre, en tout cas la date actuelle. Et donc, évidemment, ça va être une mission majeure. Voilà, Pierre Guillard en a parlé hier, je crois. Voilà, vous voyez ça dans tous les médias. Je crois qu'il y a un numéro spécial de Ciel et Espace. Voilà, donc il y a plein de belles choses. Moi, j'ai la chance, avec mes collègues d'Arizona, d'avoir un de mes amas qui sont dans le temps garanti. Donc, on est hyper excités d'avoir avec NIRCam. Voilà. Alors, j'ai fait des propositions, mais elles ont été boulées aussi. Donc, voilà, la recherche, c'est pas que des succès. Hein. Là, ça fait genre, voilà, tout marche, c'est formidable et tout. En fait, ce que je vous montre, il y a eu 90% de déchets, c'est-à-dire de trucs où ils nous ont pas donné le temps, où j'ai pas eu d'ANR. Enfin, voilà, la science, c'est pas que les bisounours. Hein. Il y a aussi plein de trucs qui merdent et tout. Donc, il faut savoir que c'est un milieu aussi pas hyper simple, mais enfin, bon, on aime ça. Et voilà. Donc, on a réussi à avoir du temps sur le James Webb Space Telescope. Et puis, ce qui nous intéresse aussi en Europe, parce que l'Europe a une forte contribution dans le James Webb, hein, en particulier le CEA, mais pas que. Avec Euclide, qui va être lancé d'ici à peu près 1 an et demi, on va lancer la plus grande caméra jamais lancée pour l'imagerie, même si la plus grande caméra lancée, c'était Gaia, mais elle faisait aussi de la spectro. Et donc, on va mesurer les distributions des galaxies, le weak lensing, la profondeur avec les redshifts, à la fois spectroscopique et photométrique, et on va faire des oscillations baryoniques acoustiques, du weak lensing, on va faire plein de choses. Ça va être extraordinaire. Et puis le télescope est vraiment réel, parce que le voici. Il est pris chez Airbus ici, donc voilà, il est réel, il est bientôt prêt. Les instruments marchent, même s'il y a des petits soucis, ce qui est normal. Je crois que Marc Sauvage en parlera demain, donc je vous invite à l'écouter. Et donc on est tout excités. C'est pas un télescope immense, hein, il est plus petit que Hubble, mais il va avoir une qualité d'image comparable à celle de Hubble. Et surtout, on aura 15 000 degrés carrés, donc en fait, vous aurez à peu près la qualité de Hubble, mais alors là, sur 15 000 degrés carrés, donc c'est à peu près tout le ciel extragalactique. Ça va être monstrueux, ça va être génial. Et puis donc les instruments, donc vous avez NISP en haut, donc l'instrument plutôt français dirigé par les équipes du LAM de Marseille, et puis à gauche dans le noir là VIS, donc l'instrument visible sous gestion britannique, mais qui est en grande partie fait en France, notamment au CEA, et puis aussi dans mon laboratoire à Orsay avec une petite partie qui est en bas à droite. Donc tout est prêt, voilà, on attend le lancement avec impatience d'ici peu, et puis les dernières revues. Et je vais conclure en disant que on a parlé de science, de certaines parties obscures de l'univers, donc obscures soit parce qu'il n'y a pas de lumière, soit parce que conceptuellement elles sont également obscures. Hein, voilà, je pense que c'est assez obscur la matière noire et l'énergie sombre, même si on arrive un peu à les circonscrire. Hein. Ce que je dis souvent pour l'équation d'état de la matière noire ou de l'énergie sombre, c'est un peu comme l'air qui nous entoure. Hein. Personne n'a jamais vu de particules d'air, je pense, hein, dans sa vie. Par contre, si vous faites ça, que vous vous éventez, vous sentez qu'il y a de l'air, vous savez que vous respirez, etc. On peut donner une température, une pression, une densité à l'air, même si on ne voit pas les particules hein, d'azote et d'oxygène. On fait pareil pour la matière noire et l'énergie sombre. On ne les voit pas, on ne sait pas ce que c'est. Par contre, on peut macroscopiquement donner des densités et des pressions, l'équivalent de densité et de pression. Et ça permet de faire de la physique, même si on ne connaît pas la nature de la matière noire ou l'énergie sombre. Donc j'espère vous avoir convaincu que même s'il y a de grandes inconnues, qui sont réelles, hein, et qui d'ailleurs peuvent poser des problèmes plus profonds, il y a quand même des avancées significatives. Alors donc on fait de la science, mais ce faisant, on fait des belles images qui participent de l'imaginaire du public, puis de nous aussi. Hein, donc ces fameuses images du télescope Hubble il y a quelques années, qu'on retrouve un peu partout et qui nous inspire, en tout cas moi, mais voilà, je pense qu'on est nombreux à être inspirés par ce genre d'images. Il y a aussi ce beau coucher de soleil, alors c'est évidemment pas mes photos de vacances, mais c'est les couchers de soleil sur Mars, pris depuis Spirit il y a quelques années. Et donc, on voit que la science va rayonne au-delà de son but principal, qui est d'améliorer la connaissance et puis de proposer ensuite des innovations pour les citoyens, et puis des innovations pas seulement technologiques, hein, des innovations sociales aussi, un regard critique. Et donc ces images nous permettent aussi de considérer notre place dans le monde, dans l'univers éventuellement, et donc nous proposent aussi un recul éventuel. Donc à la fois on fait progresser la connaissance, et puis à la fois on peut avoir un certain recul. Donc évidemment, vous connaissez peut-être cette image aussi, moi que j'adore, qui est la Terre vue de Mars. Donc c'est rien, un petit point, tout petit, là, au crépuscule. Il y a ces fameuses images de la Lune qui datent maintenant de bientôt 50 ans, prises par les Moonwalkers. Hein, voilà. Petit clin d'œil à l'AFA pour toutes ces belles réalisations, notamment d'avoir invité un Moonwalker il y a quelques jours dans le festival Explore Espace et toutes les actions qu'ils font, donc bravo.
Et puis, donc, j'espère que l'image du satellite Planck, du fond cosmologique, participe aussi de cet émerveillement, même si elle n'est pas super simple à comprendre, mais quelque part, elle nous dit, voilà, il y a un univers qui est intelligible, on ne comprend pas tout, mais on y travaille. Et puis, dernière image, la science a parfois des détours surprenants. Il se trouve que je suis vice-président de l'université Paris-Saclay, et à l'époque Paris-Sud, avant que ça devienne Paris-Saclay. Et donc, on a accueilli des réfugiés il y a quelques années, parce que il fallait le faire, et c'était très bien. Et donc, quand les réfugiés sont arrivés dans nos gymnases de l'université, donc des Afghans, des Érythréens, des Soudanais, des Maliens, etc. On s'est dit, on va les accueillir bien. Donc on leur a proposé des concerts, des cours de français, etc. Et moi, je leur ai proposé des star parties, donc des observations. Et donc, si on m'avait dit un jour que je présenterais l'image du fond cosmologique, voilà, des réfugiés un soir de manière improbable, voilà, je n'aurais pas cru, mais en fait, c'est arrivé, c'était très sympa. Et puis, c'était un moyen finalement d'échanger sur leur expérience extraordinaire, au sens propre, et de se rendre compte que finalement, ce qui nous lie, c'est la culture. Hein, on est tous les mêmes, nous sommes des humains, la culture nous réunit, quels que soient les parcours plus ou moins difficiles. Et donc, c'est une belle leçon d'humanité de partager sous les étoiles tout un tas d'expériences, y compris les leurs, qui ne sont pas complètement simples. Voilà, je vous remercie de votre attention, et puis à bientôt.